5 avril 1987. Cette nuit du 4 au 5 avril, au milieu de la nuit, j'ai tout d'un coup pris conscience qu'il y avait des êtres tout à fait obscurs, brunâtres, qui se mouvaient dans une obscurité totale. Et ces êtres décelaient d'énormes rochers pour les faire rouler sur moi et m'écraser. Ils étaient dans la montagne, comme au-dessus de Land's End, et j'étais dans mon lit, ici. Mais je voyais les deux en même temps, moi ici et ces êtres. J'entendais le craquement de ces rochers qu'ils décelaient, et tout d'un coup j'ai poussé un cri très fort. On pourrait dire un cri puissant, très fort physiquement, puisque je me suis entendu crier et je me suis réveillé pour les chasser. J'ai l'impression que ce doivent être les forces de l'inconscient, pour la première fois vues, qui veulent m'écraser, et que ce sont elles justement qui font obstruction au passage de la puissance. Le fait que je les ai vus est peut-être important. J'ai eu un cri si fort, comme je ne me souviens jamais en avoir eu, même dans mes cauchemars de peur et d'horreur. Un vrai cri. Sujata dans la chambre à côté a sursauté. Donc je commence à avoir un regard là-dedans. Dans les Védas, le rocher égale l'inconscient. C'est le début de notre vieille évolution. On est parti du caillou et on a ramassé quelques bestioles en route. On fait le voyage à rebours. Cette traversée du rocher, c'est le passage de la mort à autre chose. C'est par là que s'est enfuie ma grande mouette. Soit partout, partout, on voit des incendies s'allumer sur le chemin de ma brève promenade. Après avoir coupé des arbres, ils mettent le feu dans les buissons qui tentaient de repousser. Des collines de rochers calcinés. Ils pourront se servir de leurs ordinateurs et de leurs satellites pour faire le compte des hectares de terre ravagés. De deux choses l'une, c'est l'espèce nouvelle ou la destruction. Il n'y a pas de moyen terme. Thatcher. Tous les chefs d'État, entre guillemets, occidentaux sont des épiciers en armement. C'est la grande épicerie nucléaire. C'est toute leur vision, entre guillemets, internationale et humaine, entre guillemets, le fric. Et mon dos résiste tant qu'il peut. On n'est pas très capable. 7 avril 1987. Des poteaux de granit ont débarqué sur le chemin. Ils vont entourer de barbelés le reste du Chola afin de le protéger, entre guillemets. Nous allons nous promener parmi les barbelés. Le symbole est complet. Le camp est là. Il ne reste plus beaucoup de temps. 8 avril 1987. Dans ce physique de la douleur, de la résistance et de la mort, je ne connais qu'un mantra. C'est toi, 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 comme martelé indéfiniment par les talons. Et je ne connais qu'une clé. C'est tout ce qui souffre, peine, tire, s'écrase, gémit et se sent mourir, c'est le mensonge qui s'en va. C'est la fausseté qui s'écrase. C'est la mort qui agonise. C'est la résistance qui s'effrite. La seule réalité, c'est toi, 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 indéfiniment, jusqu'au bout, martelé par les talons comme pour faire entrer un peu de vérité pure, ensoleillée, vraie, purement pure dans cette matière de mensonge. C'est tout ce que je sais. Et adieu, Vat.
9 avril 1987. Le difficile n'existe pas dans la nature, disait ma mère. C'est d'une profonde sagesse. Peut-être touche-t-elle là le spell même. Je me débats dans la difficulté, un assaut de force destructrice. Tu prendras un petit saridon, ce toupet. La nature n'a pas de difficulté parce qu'elle recommence toujours. Les madrépores se bâtissent sur des millions d'alvéoles mortes. Et les hommes aussi, jusqu'à nouvel ordre. 10 avril 1987. Ce physique est nocturne. Il ne vit même pas comme un animal, comme on pourrait le croire. Il vit dans un donjon. Il n'y a pas de lumière, même pas une lucarne. Il a l'habitude d'être prisonnier et il continue nuit après nuit. Cela a toujours été comme cela. Et puis voilà, comme les alvéoles du madrépore. Faire entrer de la lumière là-dedans, cela correspond à faire exploser ce qu'il est. Alors, pourtant, Sri Aurobindo parlait bien d'une nouvelle nature physique. Mais je me rappelle bien aussi d'une conversation de 1924 que j'avais lue il y a quelques 30 ans, point d'exclamation entre parenthèses, et qui m'avait beaucoup frappé avec une sorte d'étonnement. Maintenant, il reste le niveau le plus matériel et c'est le plus dangereux. Pourquoi le plus dangereux demande le disciple. Parce qu'il est solide, compact et peut refuser ou abandonner complètement sa propre matière. C'est cela qui m'avait beaucoup frappé avec une sorte d'incompréhension. Et Sri Aurobindo continue, c'est celui qui est le moins ouvert au raisonnement. Et pour traiter avec lui, vous avez besoin du pouvoir divin supérieur. En outre, tout le samskara, l'empreinte établie, toutes les empreintes de la terre, de l'univers entier, est contre votre effort. Quelque chose d'en haut doit descendre et enlever l'obstacle. C'était en 1924. J'avais 1 an. Et j'ai lu cela en 1954 pour la première fois avec une sorte d'étonnement. Give up its own stuff completely. Abandonner complètement sa propre matière. Pourquoi, me demandai-je. Maintenant, en 1987, 33 ans plus tard, je commence à comprendre. En tout cas, mon dos comprend. On peut se demander comment enlever l'obstacle sans enlever le sujet. C'est probablement pour cela que ça prend du temps. Millimètre par millimètre. PS. La police de l'immigration s'en mêle aussi, cela fait partie de l'assaut général. Les forces universelles sont contre, disait Sri Aurobindo. Maintenant, c'est vu en détail, jusqu'à la porte de Land's End. Nuit du 10-11 avril 1987. Vision. Je crois avoir rencontré ma mère. Je ne la voyais pas dans la forme que je connais, mais elle me disait, comme pour m'expliquer ce qui s'était passé après son départ, c'était un coup, large, 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 montrant une immensité, et un enthousiasme de joie. Sa voix vibrait d'émerveillement lorsqu'elle disait « large, large, large ».
d'émerveillement et de joie. C'était d'un coup, parce qu'elle ne s'attendait pas à une immensité pareille, comme si l'immensité de la mer, sa baie, était toute petite à côté. Ma mère ne savait pas le grec, elle savait le breton. Mais enthousiasme, c'est ce qui est empli de Dieu. Une joie emplie de Dieu, c'est l'Ananda. « 13 avril 1987, soir. J'ai l'impression qu'il y a un grand remous dans l'air de l'Inde autour de l'affaire V.P. Singh. Ma vision de la chatte l'italienne va peut-être s'expliquer. 14 avril 1987. Cette rencontre avec ma mère dans la nuit du 10 au 11 avril ne cesse de me laisser songeur. D'habitude, quand on est dans cette immensité de joie divine, on ne revient pas le dire à quelque habitant terrestre, fût-ce un fils. Il doit y avoir une grâce spéciale des deux côtés. Tout est comblé, empli, étalé dans l'infini. Et alors que veut dire un petit bonhomme terrestre dans sa nuit de mensonges? Nous sommes dans une nuit profonde ici. Et elle est revenue pour me communiquer cela. C'est-à-dire qu'elle a gardé assez d'individualité pour se souvenir et communiquer. Il faut une puissante individualité ou un être puissant pour pouvoir faire cela. Elle doit être très ancienne. Je crois bien que la grâce spéciale, c'est mère. Elle disait en parlant de ma mère, « Je la connais bien ». Elle a dû lui dire, « Va donc mettre un peu de baume dans le cœur de ton fils ». Et c'est vrai, ma peine s'est comme dissoute. Elle est gentille, cette mère, M majuscule, point d'exclamation entre parenthèses. On ne s'en doute pas assez, point d'exclamation entre parenthèses. C'est-à-dire que je suis un serein. Drôle de vie, où on meurt dans la vie, entre guillemets, et on est dans la mort, entre guillemets. C'était un coup, disait ma mère. Il faut naître sans mort. 15 avril 1987. La terre, la matière, est le lieu où l'on peut individualiser cette immensité de joie. Et c'est le lieu qui est le contraire de l'immensité et de la joie. C'est la mort et la petitesse. Tel est le paradoxe. Ma mère avait beaucoup regardé le grand large et le déroulement de la vague. Maintenant, elle regarde surtout l'écran de télé et le déroulement de leur science-fiction. Tout dépend de ce que l'on regarde. Midi, comme à la hache. Les incendies continuent ici et là. Vu Patrice, lui dit « L'horreur et la merveille sont tout à fait côte à côte, séparées par une petite couche de je ne sais quoi. » Et j'ai ajouté « C'est cela l'apocalypse. La petite couche doit s'en aller. » 17 avril 1987. Il faut prévoir des extincteurs d'incendie à Land's End et un chien de garde. 19 avril 1987. Une prière si constante, déchirante. Viens, viens dans ton corps nouveau nous délivrer de ce cauchemar terrestre humain, entre guillemets. PS, Luc lâche.
20 avril 1987. Les haut-parleurs hurlent et les incendies montent partout, rapidement suivis de huttes pour l'heure toujours plus de bébés qui se nourriront de quoi? La violence, la corruption, la prostitution, de tout. Les brutes, B majuscule, et les grillages nous cernent partout maintenant, nous séparant du reste de forêt. Nous sommes un zoo à l'envers. PS. Quelques heures avant qu'il n'arrive physiquement, j'ai vu Claude Brun entrer dans ma chambre d'un pas très décidé. Il était vêtu d'une tunique rouge foncé, grenat. Point d'exclamation. Il était plus grand qu'il n'est physiquement et plus maigre. L'impression que cette tunique rouge correspond à quelque chose d'ancien. Point d'interrogation entre parenthèses, et en tout cas signifie quelque chose. 22 avril 1987. Claude Brun est revenu soigner mon dos, déboucher la plomberie. J'avais vu un jour quelque chose à ce sujet, raconterai plus tard. Mais il me disait quelque chose de très curieux. Selon la connaissance chinoise, coréenne, la peau correspond à l'élément métal. Note de bas de page, peau égale tendons, ligaments, etc. Probablement les restants de la carapace animale. C'est vraiment curieux. La couche la plus profonde, la plus dure, est en fait ou serait la plus extérieure. Il est vrai aussi que quand on meurt, c'est l'enveloppe la plus extérieure qu'on laisse se décomposer dans une boîte. Il est également vrai que la partie la plus dure d'un œuf, c'est la coquille. Évidemment, nous sommes dans quelque chose qui nous enferme et nous sépare de la réalité du monde. Ce quelque chose, c'est la mort, ou plutôt ce qui fait la mort, ou d'une façon plus générale, ce qui fait tout le malheur. Il est si bon, ce Claude, un vrai chevalier de mer avec un cœur d'enfant. 25 avril 1987. Conversation avec Sujata. Sri Aurobindo a ramassé toute sa conscience dans sa main. Alors c'est hier que tu as vu ça? Oui, l'après-midi du 24 avril. Alors dis-moi, ça m'a laissé... Ça t'a laissé? C'était comme si j'étais dans mon lit, endormie, et puis tout d'un coup, vous étiez là, appuyé comme ça, debout. Vous étiez debout, là, et vous me disiez quelque chose. Vous me parliez de Sri Aurobindo, et vous me disiez que Sri Aurobindo, avant de partir, avait ramassé toute sa conscience dans sa main. J'ai compris que c'était une main, même pas les deux, une main. Alors, c'était formidable, vous comprenez? Ramasser toute sa conscience de tout son corps, n'est-ce pas? C'était dans sa main. Tu disais qu'il pouvait tout. Et puis j'ai demandé, mais comment était cette main? Je ne vous voyais pas. Je me suis tournée un peu et vous m'avez montré comment c'était. Et c'est comme si je voyais à ce moment-là la main de Sri Aurobindo. Et vous me disiez, toute cette conscience accumulée là, à ce moment, il pouvait tout faire. Il pouvait tout faire en lettres capitales. C'était formidable. Et puis, il a retourné sa main. Oui, comme ça, geste. Il a retourné sa main comme ça. C'est ce que vous avez montré, c'est ce que vous avez dit. Vous disiez, à ce moment, il pouvait tout faire. Et c'est comme s'il y avait, dans ma sensation, ce n'était pas exprimé par la parole, mais plutôt par, oui, la sensation. Et il pouvait donc tout faire à ce moment, et puis, on ne sait pas pourquoi, il y a eu un moment de décision peut-être. Est-ce qu'il fait ou pas?
quelque chose comme ça peut-être. Et puis, il a tourné la main, et c'est parti. Long silence. Ouais. Il pouvait tout faire. Il pouvait tout, en lettres capitales, faire, et puis, long silence. Tu avais dit que c'était aussi comme si je te racontais ça. Oui, vous me racontiez cela comme si vous veniez de le voir. Oui, comme si vous veniez de le voir. Comme un witness, témoin. N'est-ce pas? Et vous-même étiez sous l'impact d'avoir vu. Quand vous me racontiez ça, c'était tellement vivide, vivant, comme si moi-même je voyais, n'est-ce pas? Et ce n'était pas une chose pensée ni entendue, rien de tout cela. C'était quelque chose que vous aviez vu vous-même. Vous veniez de le voir et vous êtes venu me raconter ce que vous aviez vu. Oui, j'étais encore sous le choc. Sous le choc, oui, parce que quand vous parliez, quand vous m'expliquiez ce que vous aviez witnessed, c'était comme si moi-même je le voyais tellement c'était vivant. Long silence. Oui, tu avais... Oui, ma question était que c'était évidemment un moment où il était prêt à tout faire. Ouais. Et il pouvait tout faire, et évidemment, il y a eu un instant où il était prêt à le faire. Et puis, qu'est-ce qui l'a fait changer? Oui. Non seulement il pouvait, mais il était prêt à le faire. C'est ma sensation, c'est ce que je pense. Vous n'aviez pas dit ça. Oui, mais c'était dans ta sensation, dans la sensation du moment. La sensation du geste que vous avez montré, n'est-ce pas? Vous, ce que vous m'avez dit, c'était qu'à ce moment-là, il pouvait tout faire. Ça, je n'ai pas analysé, mais maintenant que j'y pense, d'après le geste que vous avez montré, c'était un moment non seulement où il pouvait tout faire, mais il était prêt à le faire. Et puis qu'est-ce qui l'a fait changer? Pourquoi? Long silence. Ça, c'est un secret du suprême. Silence. Qu'est-ce qu'il a vu qui a fait qu'il n'a pas fait à ce moment-là? Vraiment. Figurez-vous, la conscience de Sri Aurobindo, hein? Tout ce qu'il y avait dans son corps. Et juste avant de partir, il ramasse tout cela dans sa main. C'est la main droite que vous m'avez montrée. Cette formidable conscience ramassée dans une main. Vous comprenez la concentration que cela fait? Et évidemment, vous avez dit, à ce moment, il pouvait tout faire. Et d'après votre geste, maintenant que j'y pense, je ne l'ai pas analysé, j'ai seulement noté ce qui s'est passé. Seulement maintenant, je me dis, il y avait un moment où il était prêt à le faire. Il pouvait tout faire et il était prêt à le faire. Et puis, ça, ce ne peut être qu'une décision du suprême et un secret du suprême. On comprendra plus tard, mais plus tard. Quand? C'est peut-être maintenant, puisqu'on voit ça maintenant, non? Autrement, pourquoi? Cela fait combien d'années que Sri Aurobindo est parti? Depuis 1950. Nous sommes en 87. 37 ans. Alors, et pourquoi? Tout d'un coup. Et vous veniez me dire, comme si vous étiez un témoin. Et non seulement un témoin du passé, mais un témoin de l'instant. Vous étiez vous-même sous l'impact de ce que vous aviez vu, vous témoigniez. Pourquoi j'ai vu ça maintenant?
Pourquoi nous avons vu cela maintenant? Oui, oui, c'est une question. Peut-être que l'explication est proche. Je vous fatigue, mon doux, non? Je suis fatigué. Oui, au lieu de vous reposer. Non, je vais me reposer. Mais vraiment, c'était si vivant que je suis resté sous l'impact. C'était donc le 24 après-midi. 24 avril, hein? C'est un jour. C'est le jour de leur rencontre. C'est le jour où mère est venue définitivement à Pondichéry, auprès de lui. Revenu, oui. Eh bien, c'était hier. C'était hier? C'était hier, il y a 67 ans. 67 ans qu'ils ont travaillé ensemble, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu as vu ça hier? Ou nous avons vu ça hier? Oui, parce que c'est vous qui étiez témoin et c'est vous qui me racontiez. Je ne sais pas, ma douce, pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi hier? Pourquoi 67 ans après? Silence. Peut-être que le temps s'approche. Alors, comme il nous aime beaucoup, oh, Sri Aurobindo est mère, il nous aime. On l'aime en tout cas, on les aime. Oh oui, et c'est parce qu'il nous aime. Enfin, c'est pourquoi il nous donne la grâce de nous faire voir, probablement parce que c'est proche, non? Eh bien, espérons que c'est proche, espérons. C'est-à-dire que la réponse est proche. Oui, espérons que la réponse est proche, parce que tout est horriblement proche. Oui, silence. Tout est désastreusement proche. Je ne sais pas. Pause. La seule réponse qui me vienne. Oui, il pouvait tout faire, c'est sûr, c'est évident. C'est un sacrifice suprême. Mais j'ai l'impression qu'il fallait qu'il y ait quelque chose du côté humain qui fasse un dernier pas. Quelque chose du côté humain. Je ne sais pas si l'on peut dire qu'il lance le dernier cri ou qu'il fasse le dernier pas ou qu'il y ait un dernier appel. Quelque chose de cette conscience terrestre humaine qui invoque, je ne sais pas. Oui, oui, quelque chose de cette vieille évolution qui crie, je ne sais pas. Ça doit être ça, mon doux, parce que, n'est-ce pas, il y avait donc cette pause et cette conscience toutes rassemblées. La conscience a dû voir quelque chose qui a fait que l'action, à ce moment, n'a pas été faite, et il est parti. À ce moment, il a décidé de partir. Et c'est peut-être cela qu'il fallait, un cri humain, oui, parce qu'il y avait une pause, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Silence. Mère, c'est la même chose, elle est allée jusqu'au bout. Oh oui, mère est allée. Et puis... Mais là, vous avez vu tout de suite ce carillon. Ce carillon, pas d'obstacle, rien n'empêche. Pas d'obstacle. Elle est partie parce que personne n'en voulait. Sûrement. Eh bien, il faut qu'il y ait quelque chose de cette vieille évolution qui veuille. Oui, c'est la seule réponse que je puisse trouver à leurs deux départs. Oui, c'est la seule réponse que je puisse comprendre. L'Institut et l'agenda. Je commence à me demander comme mère, qu'est-ce qui restera debout? C'est poignant. J'ajoute juste une petite note, c'est que mère disait bien que toute la conscience corporelle, cellulaire de Sri Aurobindo est passée dans son corps à elle, quand Sri Aurobindo a quitté son corps.